Un humble fermier trouva une petite fille égarée dans son champ enneigé, ignorant qu'elle était la fille d'un milliardaire. Il la ramena chez lui, et ce qui suivit allait changer leurs deux vies, à jamais. Le vent hurlait à travers les champs enneigés, fouettant le visage buriné de Jacques Dubois, tandis qu'il avançait d'un pas lourd sur ses terres. Le soleil commençait déjà à décliner, peignant le ciel de teintes orangées, qui contrastaient de manière spectaculaire avec le blanc immaculé de la neige. Ses yeux expérimentés évaluaient les dégâts laissés par la dernière tempête, calculant mentalement le coût pour son budget déjà serré. C'est alors qu'il l'entendit, un son si déplacé dans ce vaste paysage blanc qu'il crut d'abord l'avoir imaginé. Un sanglot, délicat, presque imperceptible, mais indubitablement humain. Jacques s'arrêta, le cœur battant, tendant l'oreille. Le vent poursuivait son hurlement incessant, mais entre ces rafales, il était de nouveau là, le pleur étouffé d'un enfant. « Il y a quelqu'un » Sa voix rauque déchira l'air froid. Les pleurs s'arrêtèrent un instant, suivis par un sanglot plus fort. Suivant le son, Jacques traversa un petit champ, jusqu'à atteindre une zone où la neige s'était amoncelée contre une vieille clôture. Là, partiellement ensevelie dans la neige, se trouvait une petite fille. Elle ne pouvait avoir plus de 5 ans, vêtue d'un manteau bien trop fin pour un temps si impitoyable. Ses cheveux blonds étaient poudrés de neige, ses petites mains rouges de froid. « Mon Dieu !» murmura Jacques, s'approchant avec précaution pour ne pas l'effrayer davantage. La fillette leva vers lui ses grands yeux bleus effrayés. Son visage était rouge à cause du froid et des larmes. « Bonjour, ma petite, » dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Es-tu blessée » La fillette le fixa simplement, tremblant violemment. Sans hésiter, Jacques retira son propre manteau, l'enveloppant dans le tissu rêche mais chaud. Ce faisant, son esprit dériva involontairement 15 ans en arrière, quand il avait encore une famille. Le rire d'Isabelle résonnait dans la maison, alors qu'elle poursuivait le petit Antoine dans le couloir. « Papa, attrape-le » criait-elle, feignant de ne pas rattraper le garçon de 3 ans qui courait sur ses jambes potelées. Jacques souriait, se joignant au jeu, jusqu'à ce que la toux commence. D'abord Isabelle, puis Antoine. La pneumonie avait emporté sa famille en moins d'1 mois, le laissant seul avec une ferme hypothéquée et un cœur brisé. Secouant la tête pour chasser les souvenirs, Jacques reporta son attention sur la fillette. « Quel est ton nom, ma puce ?»« Et Émilie, murmura-t-elle entre ses dents qui claquaient. « Émilie, répéta doucement Jacques, je m'appelle Jacques, peux-tu me dire comment tu es arrivé ici ?» Émilie secoua la tête, d'autres larmes gelant sur ses joues. « Je ne sais pas, sanglota-t-elle. Je veux rentrer à la maison. »« Où est ta maison ? Tes parents doivent être inquiets. » Une fois de plus, Émilie secoua simplement la tête, l'air perdu et confus. Jacques regarda autour de lui, mais il n'y avait que de la neige à perte de vue. Pas de voiture abandonnée, pas d'empreinte, à part les siennes. C'était comme si la fillette s'était simplement matérialisée là. Le soleil se couchait rapidement maintenant, et la température continuait de chuter. Jacques savait qu'il devait prendre une décision. La laisser là était hors de question. Elle gèlerait en quelques heures. La ville la plus proche, Saint-Émilion, était à 40 minutes de route, et sa vieille camionnette tournait à peine. Sa maison, en revanche, n'était qu'à 10 minutes de marche. « Émilie, » dit-il doucement, « il commence à faire trop froid ici. Et si on allait chez moi, on pourra te réchauffer, te donner quelque chose à manger, puis on trouvera un moyen de te ramener chez toi. Ça te va ?» Émilie hésita, ses yeux bleus étudiant le visage de Jacques avec une intensité surprenante pour quelqu'un de si jeune. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « Je peux te porter ? Tes petites jambes doivent être fatiguées par tout ce froid. » Un autre petit hochement de tête, et Jacques la souleva avec précaution. Elle était glacée et pesait moins qu'elle n'aurait dû, ce qui lui serra le cœur. Ajustant le manteau autour d'elle, il commença à rebrousser chemin vers sa maison, ses pensées tourbillonnant d'inquiétude et de questions sans réponse. La maison de Jacques était petite et vieille, mais bien entretenue, le genre d'endroit qui compense sa simplicité par son caractère.
Une fine colonne de fumée s'élevait de la cheminée, promettant la chaleur dont ils avaient tous deux besoin. En approchant, Jacques ne put s'empêcher de remarquer comment Émilie se redressait dans ses bras, les yeux grands ouverts en découvrant la maison. « C'est ici que tu habites » demanda-t-elle, sa voix tremblant encore. « Oui » répondit Jacques en montant les marches du porche. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est confortable. » En entrant, la chaleur de la cheminée les enveloppa aussitôt. Jacques déposa doucement Émilie dans son fauteuil préféré près du feu, puis alla chercher des couvertures. Quand il revint, il la trouva en train de regarder autour d'elle avec curiosité, son regard errant sur les murs en bois, les meubles usés mais propres, les vieilles photos dans des cadres simples. « Tiens, dit-il en l'enveloppant dans 2 couches de couverture, je vais te faire un chocolat chaud. Tu aimes le chocolat chaud ?» Pour la première fois, un petit sourire apparut sur le visage d'Émilie. Avec des guimauves, Jacques sentit son propre visage s'adoucir. « Laisse-moi voir s'il m'en reste. » Dans la minuscule cuisine, Jacques s'activa machinalement, préparant le chocolat chaud, tandis que son esprit travaillait à plein régime. Il devait bien sûr prévenir les autorités, mais il devait d'abord s'assurer qu'Émilie était au chaud et nourrie. En fouillant les placards, il trouva un vieux sac de guimauves, l'un des rares plaisirs qu'il s'accordait occasionnellement. Il retourna dans le salon, portant 2 tasses fumantes surmontées de petites guimauves blanches. Émilie prit la sienne à 2 mains, soufflant prudemment sur la boisson chaude. « Émilie, » commença Jacques, assis sur le bord du canapé près du fauteuil, « peux-tu me dire autre chose sur ta maison ou ta famille ?» La fillette but une gorgée de chocolat chaud, laissant une petite marque brune au-dessus de sa lèvre supérieure. Ses yeux dérivèrent vers la fenêtre où la neige continuait de tomber doucement. « Je ne me souviens pas vraiment, » dit-elle calmement, serrant la tasse dans ses petites mains. Jacques hocha la tête, compréhensif. « Ce n'est pas grave. Et si on mangeait quelque chose ? Tu dois avoir faim. Je peux faire des œufs et du pain grillé, ça te dit ?» Le visage d'Émilie s'illumina un peu, et elle hocha la tête plus énergiquement. Pendant que Jacques préparait ce repas simple, son esprit vagabondait entre différents scénarios. Comment une si petite enfant avait-elle pu se retrouver au milieu de son champ, sans laisser de traces? Pourquoi ne se souvenait-elle pas de sa maison ou de sa famille? Après qu'Émilie eut mangé, dévorant les œufs et le pain grillé, comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, Jacques l'emmena dans l'ancienne chambre d'Antoine. L'espace était resté pratiquement intact depuis 15 ans, servant plus de lieu de stockage pour les souvenirs que de véritables chambres. Rapidement, il improvisa un lit avec des draps propres et des couvertures supplémentaires. « Tu peux dormir ici cette nuit » dit-il en l'aidant à s'installer. « Demain matin, j'irai en ville pour trouver de l'aide afin de retrouver ta famille. D'accord ?» Émilie se blottit sous les couvertures, ses yeux déjà lourds de sommeil. « Merci, Jacques, » murmura-t-elle d'une voix somnolente. « Dors bien, Émilie, » répondit-il doucement en fermant la porte. Dans le salon, Jacques s'affaissa dans son fauteuil, se frottant les mains calleuses sur son visage. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre durant ces 15 dernières années de solitude, et maintenant, il se retrouvait avec une enfant perdue, dormant dans la chambre de son fils décédé. Décrochant le téléphone, il composa le numéro du poste de police local. Après plusieurs sonneries, une voix endormie répondit « Gendarmerie de Saint-Émilion. Bonsoir. Ici, Jacques Dubois, de la ferme Dubois. » commença-t-il en gardant la voix basse. « J'ai trouvé une fillette perdue sur ma propriété aujourd'hui. Elle n'a pas plus de 5 ans. » Il y eut un bruit de papier qu'on remue à l'autre bout du fil. « Une fillette perdue ? Laissez-moi vérifier si nous avons un signalement d'enfant disparu. »« Non, rien ces dernières semaines. Vous dites l'avoir trouvée aujourd'hui ? » ?»« Oui, il y a quelques heures. Elle était seule au milieu de la neige, presque gelée. Je l'ai ramenée à l'intérieur pour la réchauffer. A-t-elle dit quelque chose sur la façon dont elle est arrivée là ? Sur ses parents ? Pas grand-chose. Elle semble confuse, ne se souvient pas clairement. » L'officier soupira. « Écoutez, Jacques, vous avez bien fait de la mettre à l'abri avec ce froid.
Je vais enregistrer un rapport et dès demain matin, j'enverrai une patrouille chez vous. Je contacterai aussi les services sociaux. En attendant, gardez-la simplement au chaud et en sécurité. »« Entendu » répondit Jacques, sentant un pincement inexplicable dans sa poitrine à l'idée de remettre Émilie aux autorités. « J'attendrai. » Après avoir raccroché, Jacques resta assis un long moment, regardant les flammes dans la cheminée qui s'éteignaient progressivement. Le vent dehors avait repris, sifflant à travers les fentes de la vieille maison. Il se leva pour ajouter du bois, ses yeux tombant sur l'une des photos au mur, lui, Isabelle et Antoine, souriant lors d'un pique-nique d'été qui semblait appartenir à une autre vie. 15 ans de solitude n'avaient pas été tendres avec Jacques Dubois. La perte de sa famille avait laissé un vide qu'il n'avait jamais vraiment essayé de combler, préférant s'enfouir dans le dur labeur de la ferme, laissant les jours se fondre les uns dans les autres dans une routine solitaire mais familière. Pourtant, maintenant, avec une enfant perdue sous sa garde, quelque chose commençait à s'agiter dans sa poitrine, un sens du devoir qu'il avait oublié depuis longtemps. Alors qu'il se préparait à dormir sur le canapé, près de la chambre où reposait Émilie, Jacques n'aurait jamais pu imaginer que sa décision de sauver une petite fille perdue dans la neige était sur le point de changer sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement, recouvrant toute trace qui aurait pu expliquer comment Émilie était arrivée là. Et tandis que la nuit avançait, le mystère de son apparition ne faisait que commencer à se dévoiler. Le temps a une façon particulière de s'écouler lorsque des changements majeurs surviennent dans nos vies. Pour Jacques Dubois, les semaines qui suivirent de l'arrivée d'Émilie à sa ferme semblèrent à la fois un clin d'œil et une éternité. L'hiver rigoureux commençait à céder la place, et avec lui, la routine solitaire qui avait défini ces 15 dernières années se transformait en quelque chose de tout à fait nouveau et inattendu. Les matinées à la ferme du bois commençaient désormais au son de petits pas légers sur le parquet du couloir. Émilie avait pris l'habitude de se réveiller au premier rayon du soleil, ce qui surprenait encore Jacques, qui supposait que les enfants préféraient dormir tard. Elle choisissait toujours le même endroit pour l'attendre, le banc près de la fenêtre de la cuisine, ses petites jambes se balançant dans le vide, tandis qu'elle regardait le monde se réveiller dehors. En cette fin d'hiver particulière, Émilie était particulièrement excitée. La neige recouvrant les champs commençait à fondre, révélant des parcelles de terre sombre. « Jacques, regarde, les fleurs commencent à apparaître !» s'exclama-t-elle en montrant les minuscules pousses vertes qui germaient près de la fenêtre. Jacques la rejoignit, notant les premiers signes du printemps. « Ce sont des crocus », expliqua-t-il. Ils sont toujours les premiers à sortir, avant même que la neige ait complètement disparu. Émilie absorba cette information avec le sérieux qu'elle apportait à tout ce que Jacques lui enseignait sur la ferme. C'était l'un de ses traits les plus intrigants, sa façon d'alterner entre la joie spontanée typique de son âge et des moments d'une maturité presque déconcertante. Le petit déjeuner était devenu un rituel élaboré que Jacques n'aurait jamais cru apprécier autant. Lui qui, pendant des années, s'était contenté de café noir et de pain grillé, se retrouvait maintenant à planifier des menus variés, déterminé à offrir à Émilie des repas amusants et nutritifs. « Aujourd'hui, nous avons des crêpes spéciales », annonça-t-il, versant habilement la pâte dans la poêle pour former ce qui était censé être un lapin. Émilie se pencha sur le comptoir, observant attentivement. « Ça ressemble plus à un ours », commenta-t-elle diplomatiquement, son ton étonnamment raffiné pour une enfant de son âge. Jacques rit. « Oui, je crois que j'ai besoin de plus d'entraînement. Tu veux essayer de faire la prochaine ?» Ses yeux s'illuminèrent à cette suggestion. Jacques apporta une chaise pour qu'elle puisse atteindre la cuisinière en toute sécurité, et ensemble, ils créèrent une série de crêpes aux formes de plus en plus créatives. Émilie montra un talent naturel pour cela, ses petites mains déplaçant la louche avec une précision surprenante. « Où as-tu appris à cuisiner si bien ?» demanda Jacques en la regardant mettre la touche finale à une crêpe parfaitement ronde. Émilie fronça les sourcils, arborant cette expression confuse familière. Je ne sais pas. Je suppose que quelqu'un m'a appris avant. »
C'était toujours comme ça quand le passé revenait. C'était comme si les souvenirs d'Émilie étaient enveloppés dans un épais brouillard, avec seulement des fragments occasionnels refaisant surface. Jacques avait appris à ne pas la pousser, changeant doucement de sujet quand il sentait son malaise. Les semaines avaient établi une routine confortable entre eux. Après le petit déjeuner, Émilie accompagnait Jacques dans ses corvées à la ferme, posant des questions sans fin sur tout ce qu'elle voyait. Son intérêt sincère pour les activités quotidiennes était touchant, même lorsque ces questions laissaient entrevoir une vie bien différente de celle qu'elle menait maintenant. « Pourquoi nettoies-tu la grange tout seul ?» demanda-t-elle un matin en regardant Jacques travailler. Dans l'autre maison, il y avait toujours plein de gens qui faisaient des choses. Jacques fit une pause, s'appuyant sur sa pelle. « Eh bien, nous ne sommes que nous deux ici. Et parfois, c'est bien de faire les choses de ses propres mains. » Émilie réfléchit un instant, puis attrapa une petite pelle de jardin que Sophie lui avait apportée. « Je peux aider aussi ?» Le cœur de Jacques se réchauffa à ce geste. « Bien sûr que tu peux, ma petite. » C'est lors d'une de ces matinées de travail en commun que Sophie Lemoine se présenta à la ferme. Leur voisine, une femme aux cheveux d'argent et aux yeux bienveillants, avait pris l'habitude de prendre des nouvelles de Jacques, de temps en temps, depuis la mort de sa famille. Sa berline bleue cahota sur le chemin de terre menant à la maison, soulevant un petit nuage de poussière sur son passage. « J'ai entendu dire en ville que tu avais une visiteuse, » dit Sophie, son regard trouvant rapidement Émilie, qui jouait avec quelques poules dans la cour. Émilie leva les yeux vers la voix inconnue et, à la surprise des deux adultes, se leva avec grâce, épousseta sa simple robe avec des gestes délicats et fit une petite révérence. « Bonjour, madame, » dit-elle d'une voix claire et polie. « Je m'appelle Émilie. » Sophie lança un regard significatif à Jacques avant de s'abaisser au niveau d'Émilie. « Bonjour, ma chère, je suis Sophie, j'habite sur la propriété voisine. » Cette rencontre marqua un changement significatif dans la routine de la ferme. Sophie, une institutrice à la retraite, commença à venir régulièrement, apportant des livres, des jeux et du matériel d'art pour Émilie. Sa présence permettait à Jacques de se concentrer sur les tâches qui exigeaient toute son attention, tandis qu'Émilie avait de la compagnie et des activités adaptées à son âge. C'est à travers les dessins d'Émilie que d'autres indices sur son passé commencèrent à émerger. Un après-midi particulier, alors que Sophie supervisait une petite session d'art à la table de la cuisine, Émilie produisit un dessin intrigant. C'était une maison, ou plus exactement un manoir, avec des détails étonnamment spécifiques pour une enfant de 5 ans. Le papier montrait un bâtiment imposant avec de hautes fenêtres cintrées, un grand escalier menant à l'entrée principale, et un jardin élaboré avec une fontaine ornementale. Les personnages du dessin portaient des tenues élégantes, et Émilie avait même inclus de petits détails comme des lustres aux fenêtres et des voitures de luxe dans l'allée. « C'est un bel endroit, Émilie, » dit doucement Sophie. Émilie continua de colorier, la langue tirée en signe de concentration. « C'est là qu'ils font des fêtes, » dit-elle distraitement, avec de la musique de piano et des gens qui dansent. Les dames portent des robes qui scintillent quand elles tournent. Jacques et Sophie échangèrent un regard. La description était bien trop détaillée pour être une simple fantaisie d'enfant. « Tu as déjà été à une fête comme ça ?» demanda Jacques, tâtant le terrain. Émilie s'arrêta un instant, son visage prenant cet air lointain qui venait quand elle essayait de se remémorer des souvenirs. « Je crois. » Il y avait de la belle musique et les lumières étaient toutes dorées. Dans les jours qui suivirent, d'autres signes du mystérieux passé d'Émilie s'accumulèrent. Sophie avait apporté quelques vieilles robes pour qu'Émilie les utilise comme costume, et la fillette non seulement savait exactement comment chaque pièce devait être portée, mais elle démontrait également une connaissance surprenante des tissus et des styles. « Celle-ci est en coton, » dit-elle en passant ses doigts sur une robe bleue. « C'est bon pour les jours chauds, mais pas pour les occasions formelles. Comment sais-tu tant de choses sur les vêtements ?» demanda Sophie, fascinée. Émilie haussa les épaules, ce geste caractéristique qu'elle faisait quand elle ne pouvait pas expliquer comment elle savait quelque chose. « Je sais, c'est tout.
Un voyage nécessaire en ville révéla encore plus de choses sur le passé énigmatique d'Émilie. Saint-Émilion était une petite ville avec une seule rue principale qui abritait tous les commerces locaux. Pour Jacques, qui ne s'y rendait que lorsque c'était absolument nécessaire, c'était plus que suffisant. Mais Émilie afficha une familiarité surprenante avec des environnements plus sophistiqués. Dans l'épicerie locale, pendant que Jacques prenait ses produits de base habituels, Émilie naviguait dans les allées avec une aisance impressionnante, ses yeux scrutant les étagères avec un intérêt poli. « Pourrions-nous avoir des chocolats belges ?» demanda-t-elle en s'arrêtant devant une petite section de produits importés. « Et peut-être du thé au jasmin ?» Jacques et Sophie échangèrent des regards surpris. Ce n'étaient pas seulement les articles qu'Émilie choisissait, mais la façon dont elle se tenait. Le dos droit, le menton légèrement relevé, les mains délicatement jointes devant elle. L'espace d'un instant, c'est comme si une petite dame de la haute société avait remplacé la fille de la ferme. C'est à la caisse que le moment le plus révélateur se produisit. Émilie feuilletait distraitement un magazine quand quelque chose capta complètement son attention. C'était un article sur un gala de charité au château de Chambord, une propriété historique de l'autre côté de la région. La photo montrait une somptueuse salle de bal avec des lustres en cristal et des invités en tenue de soirée. La réaction d'Émilie fut immédiate et profonde. Ses petites mains se mirent à trembler légèrement, tandis que ses doigts traçaient les contours de la salle de bal sur la photo. Ses yeux bleus s'écarquillèrent, fixés sur un point précis de l'image. « Émilie ?» demanda doucement Jacques. « Tu reconnais cet endroit ?»« Ça ressemble à la maison des fêtes, » murmura-t-elle distraitement. « Les lustres sont similaires, et les escaliers aussi. Mais ce n'est pas la même. Que veux-tu dire par « pas la même » demanda doucement Sophie. Émilie continua d'étudier la photo, un froncement de concentration se formant sur son front. L'autre maison est plus grande, et elle a un jardin spécial, où les fleurs semblent briller quand il fait nuit. Elle toucha à nouveau la page avant de regarder Jacques. Mais ce n'est pas la maison de la photo. Plus tard, après qu'Émilie fut couchée, Jacques et Sophie parlèrent à voix basse sur le porche. La nuit était claire et les étoiles brillaient intensément au-dessus des champs de la ferme. « Ça ne peut pas être une coïncidence, » dit Sophie, pensive. « La façon dont elle se comporte, les choses qu'elle sait. Émilie vient clairement d'un milieu très différent. » Jacques hocha la tête, l'air inquiet. « Tu as vu comment elle s'est comportée en ville, comme une petite princesse, et ce dessin du manoir avec des détails trop spécifiques pour être inventés. » Sophie ajouta « Jacques, cette fille doit venir d'une famille très influente. C'est ce qui m'inquiète, » admit-il en passant une main sur son visage fatigué. « Si sa famille est vraiment puissante, que se passera-t-il quand ils la retrouveront? Comment réagiront-ils en apprenant qu'une enfant de son statut social a passé des semaines dans une simple ferme? »« Tu l'as sauvée, Jacques, » dit fermement Sophie. « Tu as trouvé une enfant presque gelée dans la neige et tu l'as recueillie. Personne ne peut te le reprocher. Ce n'est pas si simple, » argumenta Jacques. « Les gens riches et puissants, ils peuvent tordre les choses, les faire paraître différentes de ce qu'elles sont vraiment. Et s'ils pensent que j'ai quelque chose à voir avec sa disparition ?» Sophie posa une main réconfortante sur son bras. « Tu as tout fait correctement. Tu as prévenu les autorités immédiatement. Tu t'es occupé d'elle comme de ta propre fille. » Sa voix s'éteignit sur le dernier mot, tous deux conscients de son poids. Jacques n'avait pas été père depuis 15 ans, pas depuis qu'il avait perdu Antoine. Maintenant, en l'espace de quelques semaines, il était devenu une figure paternelle pour une enfant mystérieuse qui venait clairement d'un monde si différent du sien. Le bruit de pas légers dans le couloir interrompit leurs pensées. Émilie apparut à la porte du porche, serrant son lapin en peluche contre sa poitrine. « Tu n'arrives pas à dormir, ma petite ?» demanda doucement Jacques. Émilie secoua la tête, ses boucles dorées rebondissant avec le mouvement. « Je peux m'asseoir un peu avec vous ?» Jacques ouvrit les bras et Émilie courut immédiatement dans ses genoux, se blottissant contre sa poitrine comme elle l'avait fait tant de fois au cours des dernières semaines.
À ces moments-là, Jacques sentit plus fort que jamais le lien qui s'était formé entre eux, un lien qui transcendait les origines sociales et les circonstances mystérieuses. Sophie regarda avec un doux sourire, remarquant comment Émilie s'intégrait parfaitement dans les bras de Jacques, comme si c'était exactement là qu'elle devait être. Mais ses yeux expérimentés captaient aussi les petits détails qui rendaient Émilie si unique. La posture naturellement gracieuse, même détendue, le vocabulaire sophistiqué qui s'échappait parfois de son discours, l'élégance innée dans ses mouvements les plus simples. « Regarde, une étoile filante !» s'exclama soudain Émilie en montrant le ciel. « Fais un vœu » suggéra Sophie. Émilie ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, un petit sourire aux lèvres. « C'est fait. Tu veux nous dire ce que tu as souhaité ?» demanda Jacques. « On ne peut pas, » répondit-elle sérieusement. « Si on le dit, ça ne se réalisera pas. C'est comme l'étiquette du thé. Il y a des règles à suivre. » Une fois de plus, Jacques et Sophie échangèrent des regards significatifs. « L'étiquette du thé ?» demanda doucement Sophie. Mais Émilie regardait déjà les étoiles, apparemment inconsciente de l'importance de sa déclaration désinvolte. Jacques la serra un peu plus fort, sentant le poids doux amer du moment. Chaque jour apportait de nouvelles révélations sur le passé d'Émilie, et avec elle, la certitude croissante que leur temps ensemble pourrait être plus limité qu'ils ne le souhaitaient. Le vent murmurait à travers les champs de jeunes blés, apportant le doux parfum du printemps approchant. Émilie se mit à fredonner doucement une mélodie complexe qui ressemblait à de la musique classique, le genre qu'on n'entendait certainement pas souvent dans une ferme. Quelque part là-bas, une famille devait la chercher, une famille probablement avec plus de ressources et d'influence que Jacques ne pouvait l'imaginer. Et plus il s'attachait à la petite fille qui avait ramené la lumière dans sa vie solitaire, plus il craignait le moment inévitable où il devrait la laisser partir. « Je crois qu'il est temps que quelqu'un retourne au lit », dit doucement Sophie, remarquant qu'Émilie commençait à s'assoupir dans les bras de Jacques. « Juste un peu plus longtemps, » marmonna Émilie d'une voix ensommeillée, se blottissant plus près de la poitrine de Jacques. « Allez, ma petite, » dit Jacques en se levant prudemment avec elle dans ses bras. « Demain, nous devons nous lever tôt pour nourrir les poules, tu te souviens ? Mademoiselle Béatrice ne sera pas contente si nous sommes en retard. » Émilie acquiesça, faisant référence à la poule qu'elle avait nommée avec une formalité surprenante. Sophie regarda Jacques ramener Émilie à l'intérieur, remarquant comment il avait naturellement repris le rôle de père, quelque chose qu'elle ne s'attendait jamais à voir après la tragédie qui avait détruit sa famille des années auparavant. C'était une transformation remarquable, mais aussi inquiétante, étant donné les circonstances mystérieuses entourant Émilie. Après avoir mis Émilie au lit et s'être assuré qu'elle dormait confortablement, Jacques retourna sur le porche. Sophie était toujours là, son expression pensive, alors qu'elle contemplait les étoiles. « Tu sais que ça ne peut pas durer éternellement, » dit-elle doucement. Jacques s'appuya contre le garde-corps du porche, les yeux fixés sur les champs sombres. « Je sais, » répondit-il à voix basse, « mais je ne peux pas m'empêcher de souhaiter que ça puisse. » Le silence de la nuit n'était rompu que par le chant lointain d'un grillon solitaire. Dans sa chambre, Émilie dormait paisiblement, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. Dans ses rêves, des images de deux vies très différentes se heurtaient, de grandes salles de bal avec des lustres en cristal et des granges confortables sentant le foin frais, des robes de soirée scintillantes et de simples tabliers aux poches pleines de grains pour les poules, un manoir mystérieux avec des jardins illuminés et une modeste ferme qui s'étendait à perte de vue. Et au centre de ces souvenirs contrastés se trouvait maintenant la figure constante et rassurante de Jacques, le fermier au cœur tendre, qui, sans le savoir, était devenu exactement le protecteur dont elle avait besoin, même si leurs temps ensemble étaient aussi incertains que le brouillard qui commençait à se former sur les champs endormis. Le château de Valois se dressait, imposant, contre le ciel nocturne, ses fenêtres illuminées, comme des yeux vigilants scrutant les jardins enneigés. Entre ces murs de pierre, l'agitation ne cessait jamais, même au milieu de la nuit.
Des gardes de sécurité patrouillaient le domaine avec des lampes de poche, leurs faisceaux dansant sur la propriété comme des lucioles agitées. Dans le bureau principal, Henri de Valois se penchait sur son bureau en acajou, étudiant des cartes et des rapports étalés sur sa surface polie. À 55 ans, il possédait un air d'autorité naturelle, bien que ces dernières semaines, sa posture se soit courbée sous le poids de l'inquiétude. Ses yeux, habituellement assez vifs pour déceler le genre de détails qui faisait de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, portaient maintenant des ombres profondes. « Rien, » murmura-t-il en repoussant un autre rapport. « Absolument rien. » Sur le canapé près de la cheminée, Isabelle de Valois leva les yeux de sa tablette, qui affichait les dernières nouvelles sur leur fille disparue. Comme son mari, elle montrait des signes évidents d'épuisement. Son visage naturellement élégant était pâle, et le chignon habituellement impeccable avait été remplacé par une simple queue de cheval. Philippe Dubois, le détective privé le plus renommé de la côte Est, s'éclaircit doucement la gorge. « Monsieur de Valois, nous avons étendu les recherches à toutes les grandes villes dans un rayon de 500 kilomètres. Nous avons des équipes dans chaque aéroport, gare routière et port. Et pourtant, pas une seule piste, dit Henri en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Comment un enfant peut-il simplement disparaître sans laisser de traces? La disparition elle-même était déconcertante dans sa simplicité. Un après-midi apparemment ordinaire, Émilie jouait dans le solarium du manoir, sous la surveillance de sa nounou, Marie. En quelques minutes, le temps qu'il a fallu à Marie pour prendre un appel téléphonique urgent de sa propre fille, Émilie avait disparu. Les caméras de sécurité, qui couvraient presque chaque centimètre de la propriété, étaient inexplicablement tombées en panne pendant les 15 minutes cruciales précédant la disparition d'Émilie. Les recherches immédiates sur les vastes terres du manoir n'avaient rien donné. C'était comme si Émilie s'était évaporée. « Doublez la récompense » ordonna Henri. « De 2 à 4 millions. »« Henri, » intervint Isabelle, sa voix tremblante, « nous avons déjà essayé. Ça ne fait qu'attirer plus de... » « Je sais, » l'interrompit-il doucement, « mais je ne peux pas m'arrêter d'essayer tout ce qui est en notre pouvoir. » Les médias, bien sûr, se régalèrent de l'histoire. « Mystère de l'héritière de Valois disparue » n'était qu'un des titres les plus modérés. Les journalistes campaient devant les portes de la propriété jour et nuit, les caméras toujours prêtes à capturer le moindre mouvement ou signe de développement. Un léger coup à la porte les interrompit. Cécile Moreau, la sœur cadette d'Isabelle, entra, portant un plateau de thé. Comme toujours, elle était impeccablement vêtue d'un ensemble Chanel, ses cheveux bruns, si différents des boucles dorées de sa sœur, parfaitement coiffés. « J'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose à boire, » dit-elle en posant le plateau sur une table d'appoint. « Isabelle, ma chère, tu n'as presque rien touché à ton dîner. » Isabelle accepta la tasse de sa sœur avec un petit hochement de tête reconnaissant. Cécile était arrivée au manoir 2 semaines après la disparition d'Émilie, annulant une importante exposition d'art à Paris pour être avec la famille. « Des nouvelles » demanda Cécile en servant une tasse à Henri. « Aucune, » répondit-il amèrement. « C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » Cécile s'installa élégamment dans un fauteuil. « Avez-vous envisagé d'étendre les recherches sur la Côte d'Azur ? Émilie a toujours été fascinée par la mer. Il y a tellement de stations balnéaires exclusives là-bas. » Henri et Isabelle échangèrent un regard. C'était vrai, Émilie avait montré un intérêt pour la mer, bien qu'ils aient rarement voyagé sur la Côte d'Azur. « Philippe » interrogea Henri. L'enquêteur nota quelques points sur sa tablette. « Je peux envoyer quelques équipes pour vérifier les principaux hôtels et zones touristiques sur la Côte d'Azur, bien qu'avec l'exposition médiatique de cette affaire, quelqu'un l'aurait reconnu. » Isabelle termina, sa voix se brisant. Cécile se leva gracieusement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les jardins méticuleusement aménagés gisaient sous une couverture de neige. Les fontaines ornementales, gelées, s'étaient transformées en sculptures de glace naturelle. Le banc de marbre près des rosiers, l'endroit préféré d'Émilie pour observer les lucioles, les nuits d'été, semblait solitaire
et abandonnée. « C'est une de Valois, » dit Cécile, sa voix portant une étrange nuance. « Trop intelligente pour son propre bien, n'est-ce pas, Isabelle, tellement comme toi à cet âge. » Isabelle frissonna légèrement à la remarque de sa sœur. Il y avait quelque chose de déplacé dans le ton de Cécile, comme une mélodie familière, jouée dans la mauvaise tonalité. « Cécile, » dit-elle doucement, « ça va? Tu as l'air… » « Bien sûr que je vais bien, » répondit Cécile trop rapidement. « Je suis juste inquiète pour ma chère nièce. »« Et pour toi, bien sûr. Je m'inquiète toujours pour toi, petite sœur. » Philippe observa l'échange avec un intérêt professionnel, prenant des notes qui se concentraient maintenant sur quelque chose de bien différent des pistes habituelles. La nuit s'avança, et avec elle grandit un sentiment d'impuissance. Isabelle partit regarder par la fenêtre de sa chambre, ses yeux balayant les jardins illuminés où elle avait autrefois passé tant d'heures à jouer avec Émilie. « Elle doit avoir si peur, » murmura Isabelle, la voix tremblante. « Mon bébé. » Elle n'a jamais passé une seule nuit loin de la maison. Henri la rejoignit à la fenêtre, passant un bras protecteur autour d'elle. Cécile les regarda avec une expression complexe, quelque part entre l'inquiétude et autre chose, une émotion indéfinissable qui passa rapidement sur son visage, avant d'être remplacée par son masque habituel de sympathie. « Je vais voir si le personnel a besoin de quelque chose, » dit Cécile en se levant. « Peut-être appeler quelques contacts à Paris, voir si je peux mobiliser plus de ressources pour les recherches. » Après le départ de Cécile, un lourd silence tomba sur le bureau. Philippe continua de prendre des notes sur sa tablette, organisant les prochaines étapes d'une enquête qui, jusqu'à présent, n'avait produit aucun résultat concret. Dehors, la neige se remit à tomber, recouvrant les jardins du château de Valois d'une nouvelle couverture blanche. Dans sa chambre, Isabelle finirait par succomber à l'épuisement, dormant d'un sommeil agité, hantée par des rêves de sa petite Émilie perdue quelque part au loin. Ailleurs dans le manoir, Cécile Moreau arpentait les couloirs silencieux, ses talons hauts, résonnant sur le marbre comme un métronome, comptant les secondes jusqu'à ce que tous les secrets soient révélés. Le printemps était arrivé à la ferme du bois, transformant les champs autrefois couverts de neige en un tapis d'herbes vertes et de fleurs sauvages. Avec le changement de saison vinrent de nouvelles routines et un lien de plus en plus profond entre Jacques et la petite Émilie. La nuit, cependant, restait un défi. Une nuit particulièrement difficile, Jacques se réveilla au son désormais familier d'Émilie l'appelant. Il se leva du canapé où il dormait depuis son arrivée et se précipita dans sa chambre. Émilie était assise dans son lit, ses yeux bleus grands ouverts de peur dans l'obscurité, serrant son lapin en peluche. Jacques n'eut pas besoin d'allumer la lumière pour savoir que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Hé, ma petite !» dit-il doucement en s'asseyant sur le bord du lit. « Encore un cauchemar ?» Émilie hocha la tête, se jetant dans ses bras. Jacques la serra fort, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. « Tu veux me parler du rêve ?» demanda-t-il doucement en caressant ses cheveux dorés. Il faisait noir, murmura-t-elle contre sa chemise, et froid. J'étais perdue et je ne trouvais pas mon chemin. Jacques la serra plus fort. « Tu n'es plus perdue maintenant. Tu es en sécurité ici avec moi. » C'était une scène qui se répétait souvent au cours des dernières semaines. Les cauchemars d'Émilie, bien que fréquents, contenaient rarement des détails spécifiques, toujours des sentiments de peur, de froid et de désorientation. L'aube pointait lorsque Sophie arriva à la ferme, le lendemain matin. Elle trouva Jacques dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, pendant qu'Émilie dormait encore. « Encore une nuit difficile ?» demanda-t-elle en remarquant les cernes sous ses yeux. Jacques hocha la tête, versant du café pour eux deux. Le même cauchemar que d'habitude. Elle a si peur, Sophie. Dans le petit salon à côté de la cuisine, la télévision était allumée sur les nouvelles du matin. Son volume, un simple murmure en arrière-plan. À l'écran, un journaliste sérieux discutait de l'affaire qui avait captivé la nation, la mystérieuse disparition de l'héritière de Valois. Des photos d'une fillette de 5 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, remplissaient l'écran, la montrant lors d'événements sociaux, dans des robes élégantes et des poses formelles.
La recherche de la petite Émilie de Valois se poursuit. La récompense a été portée à 4 millions d'euros pour toute information menant à... Mais Jacques et Sophie, absorbés par leur conversation de cuisine, ne prêtèrent aucune attention à la télévision. Au lieu de cela, ils discutaient des moyens d'aider Émilie à se sentir plus en sécurité. « J'ai réfléchi, » dit Sophie. « Peut-être devrions-nous créer une routine plus structurée pour elle, quelque chose qui l'ancre. » Ensemble, ils élaborèrent un plan. Les matinées seraient consacrées aux tâches de la ferme, avec Émilie aidant Jacques de manière appropriée pour son âge. Les après-midi seraient pour des activités plus calmes, dessin, lecture, jeux. Les soirées auraient un rituel spécial pour le coucher. Émilie adora l'idée, surtout d'aider Jacques aux tâches de la ferme. Il y avait quelque chose dans la prévisibilité du travail agricole qui semblait la calmer, lui donner un sentiment d'utilité et d'appartenance. « Regarde, Émilie, » expliqua Jacques alors qu'il plantait des graines de tournesol dans de petits pots. Chaque graine a tout le potentiel de devenir une fleur magnifique. Elle a juste besoin de soins, de patience et d'amour pour grandir. Émilie considéra cela sérieusement, ses petites mains sales de terre, alors qu'elle recouvrait soigneusement chaque graine. « Comme la façon dont tu prends soin de moi ?» Le cœur de Jacques manqua un battement. « Oui, ma petite, exactement comme je prends soin de toi. » C'est au cours d'une de ses leçons sur la vie à la ferme que cela se produisit. Jacques montrait à Émilie comment savoir quand les tomates étaient assez mûres pour être cueillies quand elle dit quelque chose qui changea tout. « Papa, est-ce que celle-ci est bonne à cueillir ?» Le mot sortit si naturellement de ses lèvres qu'Émilie ne sembla pas le remarquer. Mais Jacques se figea, son cœur martelant dans sa poitrine. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Émilie dut remarquer son hésitation, car elle se tourna vers lui avec une expression inquiète. « Pardon, je ne voulais pas... »« Non, non, » dit rapidement Jacques en la serrant dans ses bras. « Tu peux m'appeler comme ça si tu veux, ma petite. J'en serai très heureux. » Plus tard dans la nuit, après qu'Émilie se fut endormie, Jacques partagea la nouvelle avec Sophie. Ils étaient assis dans le salon, la télévision toujours allumée en arrière-plan, mais maintenant sur une émission de cuisine. « Elle m'a appelé papa, » dit-il, la voix pleine d'émotion. C'est sorti si naturellement. Pendant qu'il parlait, l'émission fut interrompue par un bulletin spécial. Le visage d'Émilie de Valois remplit à nouveau l'écran, ainsi que des images du château de Valois et de ses jardins enneigés. Le journaliste parla de nouvelles pistes à l'étude, montrant des extraits d'interviews avec Henri et Isabelle de Valois, dévastés. Mais Jacques et Sophie, concentrés sur leur conversation de l'autre côté de la pièce, ne remarquèrent pas l'émission. « Ce n'est pas surprenant, » disait Sophie. « Tu as été plus un père pour elle ces derniers mois que n'importe qui d'autre dans sa vie. Mais c'est bien ça le problème, n'est-ce pas ?» dit Jacques en se frottant la main sur le visage. Quelque part là-bas, elle a une vraie famille, des parents qui doivent la chercher. Et ça t'inquiète. Bien sûr que ça m'inquiète, admit Jacques. Mais en même temps, Sophie, je ne peux plus imaginer ma vie sans elle maintenant. Je sais que c'est égoïste, mais... Ce n'est pas égoïste de vouloir s'occuper d'un enfant qui a clairement besoin de toi, l'interrompit Sophie. Tu lui as donné un foyer, la sécurité, l'amour. Ce n'est jamais égoïste. À la télévision, le segment se terminait par un numéro de téléphone pour les informations sur la localisation d'Émilie de Valois, mais cet écran lumineux avait été oublié depuis longtemps. Un simple scintillement bleuté dansant sur les murs du salon sombre. « Tu veux vraiment l'élever de façon permanente, n'est-ce pas ?» demanda doucement Sophie. Jacques regarda les étoiles qui commençaient à apparaître à la fenêtre. « Plus que tout, » admit-il. « Je sais que c'est fou, que ce n'est probablement pas possible, mais elle a ramené la vie dans cette ferme, Sophie. En moi. » Sophie regarda son vieil ami avec affection. Le changement chez Jacques, au cours des derniers mois, était remarquable. L'homme qui s'était replié sur son chagrin après avoir perdu sa famille souriait à nouveau, avait une nouvelle lumière dans les yeux, un sens renouvelé du but. Soudain, un cri déchira la nuit. Jacques était déjà sur ses pieds et courait avant même que le son ne soit terminé, son corps répondant automatiquement à l'appel d'Émilie. Sophie le suivit dans la chambre
où ils trouvèrent la fillette assise dans son lit, tremblante. « Papa !» cria-t-elle en voyant Jacques, tendant les bras vers lui. Jacques l'enveloppa dans une étreinte protectrice, murmurant des mots de réconfort. Sophie se tenait sur le seuil, le cœur serré à cette vue. La façon dont Émilie s'accrochait à Jacques, la façon dont il la berçait doucement, c'était l'image parfaite d'un père et de sa fille. Plus tard, après qu'Émilie se fut rendormie, Jacques et Sophie retournèrent sur le porche. La nuit était claire, les étoiles brillant intensément au-dessus des champs silencieux. « Tu es un père merveilleux, Jacques, » dit doucement Sophie. Jacques déglutit, ému. « J'ai peur, Sophie, peur qu'un jour quelqu'un vienne la chercher et que je doive la laisser partir. »« Je sais, » répondit Sophie en lui serrant doucement le bras. « Mais pour l'instant, elle a besoin de toi, et tu as besoin d'elle. » La nuit passa paisiblement, les étoiles montant la garde sur la ferme endormie. Dans sa chambre, Émilie somnolait, ses rêves maintenant remplis de tournesols et d'histoires magiques, en sécurité, sachant que son papa était à proximité, prêt à chasser toutes les peurs qui pourraient apparaître. Et sur le porche, Jacques Dubois, le fermier autrefois solitaire, qui était redevenu père de manière inattendue, faisait de discrets projets pour un avenir qu'il ne pouvait plus imaginer sans sa petite Émilie. L'idée de la sortie est venue un matin de printemps particulièrement agréable. Le soleil projetait sa lumière dorée sur les champs de la ferme Dubois, et Sophie regardait Émilie jouer dans la cour, poursuivant les papillons avec cette joie pure que seuls les enfants possèdent. C'est alors qu'elle pensa qu'il était peut-être temps d'élargir un peu les horizons de la fillette. « Elle a besoin de nouveaux vêtements », argumenta Sophie avec Jacques plus tard dans la journée, et ce serait bien pour elle d'avoir un après-midi différent, de faire quelque chose de spécial. Jacques hésita, les mains occupées à ranger des outils dans la grange. La pensée qu'Émilie soit hors de sa vue, même pour quelques heures, lui serrait l'estomac d'une anxiété qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. « Je ne suis pas sûr, Sophie. Elle est si bien adaptée ici. »« Précisément, » insista Sophie. « Elle est en sécurité et heureuse. Un petit voyage ne changera rien à cela. De plus, Beaune est beaucoup plus grande que Saint-Émilion. Ils ont de meilleurs magasins, un charmant glacier. » La mention de la glace fit lever les yeux à Émilie, qui aidait Jacques à trier de petits outils dans une boîte séparée. « On peut avoir de la glace, Sophie ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus brillant à cette possibilité. Sophie sourit. « Tous les parfums que tu veux, ma chérie. » Jacques regarda de l'un à l'autre, sentant sa résistance fondre face à l'enthousiasme d'Émilie. Son sourire avait cet effet sur lui. Tout s'illuminait quand elle était heureuse. « Beaune est à presque 2 heures de route, » commença-t-il, bien que son ton suggérât déjà qu'il cédait. « Et je suis une excellente conductrice, » termina Sophie. « De plus, nous allons juste faire quelques courses, puis manger une glace, et nous rentrerons directement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Plus tard, Jacques se souviendrait de ces mots avec une ironie amère qui le hanterait longtemps. Le lendemain matin, le soleil était à peine levé et Émilie était déjà debout, vibrant pratiquement d'excitation à l'idée du voyage. Vêtue de sa plus belle tenue, une robe bleu clair que Sophie avait apportée et ses petites bottes brunes préférées, elle ressemblait à une petite princesse de la ferme. « Tu te souviens de la règle ?» demanda Jacques en lui tressant les cheveux, ses doigts calleux, étonnamment adroits après des mois de pratique. « Toujours rester près de Sophie », récita solennellement Émilie. « Ne pas parler aux étrangers, et si je me perds, rester là où je suis et attendre. »« C'est ça ?» dit Jacques en lui embrassant le sommet de la tête. « Et quoi d'autre ?» Émilie se tourna vers lui, affichant un sourire radieux qui illumina toute la cuisine. « T'aimer très fort et revenir vite. » Jacques la serra fort, luttant contre une appréhension inexplicable qui lui serrait la poitrine. C'était idiot, il le savait. Sophie était parfaitement capable de s'occuper d'Émilie pendant quelques heures. Pourtant, il y avait quelque chose dans ce matin-là, peut-être la façon dont le vent soufflait ou comment les ombres tombaient sur le champ, qui le mettait mal à l'aise. « Peut-être que je devrais venir avec vous, »
suggéra-t-il pour la 3e fois lorsque Sophie arriva dans sa berline bleue. Jacques Dubois, dit fermement Sophie, les mains sur les hanches. Tu as une grange à réparer, et j'ai promis de t'aider demain. Laisse-nous avoir notre après-midi de filles en paix. Émilie rebondissait déjà d'excitation à côté de la voiture, ses boucles dorées brillant au soleil du matin. « S'il te plaît, papa, je promets de te ramener une surprise. » Le mot « papa » était encore assez nouveau pour faire fondre le cœur de Jacques à chaque fois qu'il l'entendait. C'était un mot magique qui dissipait toute inquiétude, aussi persistante soit-elle. « D'accord, d'accord », céda-t-il en aidant Émilie à monter dans la voiture. « Mais appelle-moi quand vous arriverez, d'accord ? Et toutes les heures après ça. »« Promis », dit Sophie en roulant des yeux affectueusement devant l'inquiétude excessive de son amie. Jacques resta dans l'allée en terre, regardant la voiture bleue disparaître au tournant. Le sentiment d'appréhension n'avait pas diminué, mais il le repoussa au fond de son esprit. Il y avait beaucoup de travail à faire, et se concentrer là-dessus l'aiderait à passer le temps jusqu'au retour d'Émilie. Le trajet jusqu'à Beaune fut rempli de musique et de conversations animées. Émilie était fascinée par le paysage changeant, surtout lorsqu'ils commencèrent à voir les premiers signes de la ville. Des bâtiments plus hauts que tout ce qui se trouvait à Saint-Émilion, des rues animées, des vitrines colorées. « Regarde tous ces magasins !» s'exclama-t-elle, le nez pratiquement collé à la vitre de la voiture. Sophie sourit, ravie de l'enthousiasme de l'enfant. Elle trouva une place de parking près de la rue principale et aida Émilie à sortir de la voiture. La ville était particulièrement animée ce samedi après-midi, avec des familles faisant du shopping et des touristes prenant des photos de l'architecture historique de Beaune. « D'abord, nous achetons ce dont nous avons besoin, » annonça Sophie, « puis la glace. »« Ça te va ?» Émilie hocha joyeusement la tête, tenant la main de Sophie alors qu'elle marchait sur le trottoir bondé. Ses yeux captaient chaque détail avec un mélange de fascination et autre chose, quelque chose que Sophie ne pouvait pas tout à fait cerner. C'était comme si un éclair de reconnaissance traversait parfois le visage d'Émilie, pour s'estomper un instant plus tard. Leur premier arrêt fut un magasin de vêtements pour enfants. Émilie, qui affichait habituellement un goût étonnamment sophistiqué, fut étrangement attirée par des pièces simples et pratiques. « C'est parfait pour aider papa à la ferme », dit-elle, en brandissant une salopette brodée de fleurs. Le cœur de Sophie se serra à cette remarque. Il était remarquable de voir comment Émilie avait pleinement embrassé la vie à la ferme, comment elle s'était jetée à corps perdu dans sa nouvelle réalité avec Jacques. Parfois, il était difficile d'imaginer que cette même fille était apparue mystérieusement au milieu d'une tempête de neige quelques mois plus tôt. Après avoir choisi quelques nouveaux vêtements, y compris la salopette, elles se dirigèrent vers une librairie. Émilie se dirigea immédiatement vers la section pour enfants, les yeux brillants devant les étagères colorées. « Je peux choisir un livre pour que papa me le lise au coucher ?» demanda-t-elle, examinant déjà les options avec soin. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Sophie, regardant Émilie passer ses petits doigts sur le dos des livres avec un soin et une révérence qui semblaient au-delà de son âge. C'est en sortant de la librairie que tout a commencé à mal tourner. La vitrine d'un magasin de jouets de l'autre côté de la rue attira l'attention d'Émilie. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une installation standard avec des ours en peluche et des trains en bois. Mais quelque chose à ce sujet fit lâcher la main de Sophie à Émilie et se précipiter vers la vitrine. « Émilie, attends !» cria Sophie, mais sa voix fut avalée par le bruit de la ville. Tout se passa en quelques secondes. Un groupe de touristes passa entre elles, bloquant momentanément la vue de Sophie. Quand le passage se dégagea, Émilie avait disparu. La panique fut immédiate et accablante. Sophie tourna sur elle-même, ses yeux balayant frénétiquement la foule à la recherche des boucles dorées familières. « Émilie !» hurla-t-elle, le désespoir dans la voix. « Émilie !» Les gens commencèrent à s'arrêter, certains offrant leur aide, d'autres regardant simplement avec curiosité. Sophie les remarqua à peine, courant d'un côté à l'autre de la rue, regardant dans chaque magasin, appelant le nom d'Émilie encore et encore. Les mains tremblantes, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Jacques. Chaque sonnerie semblait durer une éternité,
son esprit imaginant déjà 1000 scénarios terribles. Sophie, la voix inquiète de Jacques, parvint au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacques, sa voix se brisa, des larmes coulant sur son visage. Émilie, je l'ai perdue. Elle était juste là, et puis... Quoi? La terreur était palpable dans la voix de Jacques. Comment ça, tu l'as perdue? Elle a vu quelque chose dans une vitrine. Elle a lâché ma main 1 seconde. Jacques, je suis tellement désolé. J'arrive, la coupa-t-il, et elle put entendre du mouvement à l'autre bout du fil. Continue de chercher. J'arrive aussi vite que possible. Sophie continua sa recherche effrénée, maintenant rejointe par quelques commerçants locaux et des passants sympathiques qui proposèrent leur aide. La police fut appelée et bientôt des voitures de patrouille commencèrent à circuler dans la zone. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Jean et Thérèse Martin sortaient de leur boulangerie préférée lorsqu'ils aperçurent une petite silhouette solitaire sur le trottoir. La fillette était clairement perdue, ses yeux bleus grands ouverts de peur, alors qu'elle regardait autour d'elle. « Regarde, » murmura Thérèse en serrant le bras de son mari. « N'est-ce pas ?» Jean attrapait déjà son téléphone, ouvrant rapidement son navigateur. Et voilà, la photo qui avait dominé les nouvelles pendant des semaines. Émilie de Valois, l'héritière disparue. Le visage était indubitable, même avec les vêtements simples qu'elle portait maintenant, si différents des tenues de luxe des photos des journaux. « Excuse-moi, ma chérie. » Thérèse s'approcha doucement d'Émilie. « Tu es perdue ?» Émilie hocha la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je ne trouve pas Sophie. »« Ce n'est rien, » l'assura Thérèse en s'accroupissant au niveau d'Émilie. « Nous allons t'aider à la retrouver. » Jean composait déjà le numéro vert mis en place pour les informations sur Émilie. En quelques minutes, la nouvelle que l'héritière de Valois avait été retrouvée se répandit comme une traînée de poudre. De retour au château de Valois, Henri était en visioconférence lorsque son assistante fit irruption dans le bureau sans frapper, chose qui n'était pas arrivée en 15 ans de service. « Monsieur de Valois, dit-elle, à bout de souffle, ils l'ont retrouvé. Émilie est à Beaune. » Henri renversa son café, remarquant à peine le liquide chaud qui imbibait ses documents importants. « Vous êtes sûr? Absolument sûr? »« Oui, monsieur, un couple l'a trouvé. La police est déjà sur place et... » Mais Henri était déjà en mouvement, téléphone à la main. « Préparez l'hélicoptère, » ordonna-t-il, « et trouvez Isabelle immédiatement. » Jacques Dubois conduisait sa vieille camionnette bien au-delà de la limite de vitesse, son cœur battant si fort qu'il couvrait presque le rugissement du moteur. Un trajet qui prenait normalement 2 heures, il avait l'intention de le faire en beaucoup moins. « S'il vous plaît, » murmurait-il à plusieurs reprises, les mains crispées sur le volant. « Faites qu'elle aille bien. » Quand il arriva enfin à Beaune, il trouva la rue principale dans un chaos complet. Des voitures de police bloquaient plusieurs intersections et une foule de curieux et de journalistes s'était rassemblée devant un café. Sophie le trouva avant qu'il n'ait pu se garer complètement, courant vers la camionnette avec des joues tachées de larmes. « Jacques, ils l'ont retrouvée. »« Elle est où ?» l'interrompit-il en sautant déjà du véhicule. « À l'intérieur du café. Mais Jacques, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il sprintait déjà, se frayant un chemin à travers la foule. Des policiers tentèrent de l'arrêter, mais Sophie cria, expliquant qui il était, et ils le laissèrent passer. À l'intérieur du café, Émilie était assise à une table, sirotant un chocolat chaud sous les yeux attentifs d'un couple d'âge moyen et de plusieurs policiers. Dès qu'elle le vit, ses yeux s'illuminèrent. « Papa !» cria-t-elle en sautant de sa chaise et en courant vers lui. Jacques la prit dans ses bras, la serrant fort, des larmes coulant sur son visage. « Ne me refais plus jamais ça, ma petite. Plus jamais. » C'est alors qu'il entendit le bruit des rotors d'hélicoptères qui approchaient et le bourdonnement de la foule à l'extérieur s'intensifiait. « Monsieur Dubois ?» Jacques se tourna, tenant toujours Émilie, pour trouver un policier à l'expression sérieuse. « Oui, monsieur ? Nous devons parler. C'est à propos de la véritable identité d'Émilie. » Juste à ce moment, les portes du café s'ouvrirent et un couple se précipita à l'intérieur.
L'homme était grand et imposant, avec des cheveux gris et un costume qui coûtait probablement plus cher que toute la ferme de Jacques. La femme était élégante et délicate, portant les mêmes boucles dorées qu'Émilie. Émilie, toujours dans les bras de Jacques, se raidit. Ses petits doigts se crispèrent sur sa chemise, ses yeux s'écarquillèrent en se posant sur les nouveaux venus. Émilie, la voix de la femme trembla. « Oh mon Dieu, c'est vraiment toi !»« Maman ?» La voix d'Émilie était à peine un murmure, rempli de confusion et d'incertitude. Jacques sentit son monde entier s'effondrer. Ce seul mot, bien sûr, comment n'avait-il pas réalisé avant? Les manières raffinées d'Émilie, sa connaissance de choses si éloignées de la simple vie à la ferme, les cauchemars. « Monsieur Dubois, dit doucement l'officier, permettez-moi de vous présenter Henri et Isabelle de Valois. » Les parents d'Émilie. Émilie se mit à trembler dans les bras de Jacques, ses petites mains le saisissant encore plus fort. Ses prochains mots chuchotés brisèrent le cœur de tout le monde. Mais Jacques est mon papa aussi. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Henri de Valois fit un pas en avant, ses yeux étudiant à la fois sa fille et l'homme qui la tenait. « Monsieur Dubois, commença-t-il, sa voix contrôlée mais sincère, il n'y a pas assez de mots pour exprimer notre gratitude. Vous avez sauvé et pris soin de notre fille quand nous... » « S'il vous plaît, » l'interrompit doucement Jacques, « vous n'avez pas à le faire. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit Isabelle en s'avançant prudemment. Tout le monde n'aurait pas ouvert son cœur et sa maison comme ça. Regardez Émilie, elle est si bien soignée. Émilie regarda ses parents biologiques, puis Jacques, luttant clairement pour traiter la situation. « Je ne veux pas partir, » déclara-t-elle soudainement, resserrant son étreinte autour de Jacques. « Je veux rester avec papa Jacques, à la ferme. » La douleur vacilla sur le visage d'Isabelle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, les portes du café s'ouvrirent à nouveau. Cécile Moreau entra, aussi élégante que jamais dans son ensemble Chanel. « Dieu merci !» s'exclama-t-elle. « Je suis venue dès que j'ai entendu. » La réaction fut immédiate. Émilie poussa un petit hoquet effrayé et enfouit son visage contre le cou de Jacques, tout son corps tremblant. « La méchante tante !» murmura-t-elle si doucement que seul Jacques l'entendit. Un frisson glacial parcourut l'échine de Jacques. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les cauchemars d'Émilie, sa peur inexplicable, le mystère de son arrivée à sa ferme cette nuit enneigée. Henri et Isabelle échangèrent des regards inquiets, remarquant clairement la réaction d'Émilie. Cécile s'arrêta net, son expression passant de l'inquiétude à autre chose, quelque chose qui fit flamber les instincts protecteurs de Jacques. « Peut-être, » suggéra Sophie, qui avait observé tranquillement. « Devrions-nous laisser un peu d'espace à Émilie? Ça a été une journée intense ?»« Oui, » acquiesça rapidement Isabelle. « Nous n'avons pas à tout régler tout de suite. L'important est que notre fille soit en sécurité et si bien soignée. » William ajouta en adressant un regard significatif à Jacques. « Monsieur Dubois, nous aimerions beaucoup vous parler plus longuement, comprendre comment tout cela est arrivé. » Jacques hocha la tête, son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Il aimait Émilie comme si elle était son propre enfant, mais il savait qu'il n'avait aucun droit légal sur elle. Pourtant, sa réaction à Cécile l'inquiétait profondément. « La ferme n'est pas loin, » proposa-t-il. « Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation là-bas. Ce serait plus calme pour Émilie. » Les deux Valois acceptèrent volontiers, montrant une considération qui surprit Jacques. Cécile commença à protester, mais Isabelle la coupa doucement. « Cécile, ma chère, pourquoi ne rentrerais-tu pas au manoir? Nous organiserons tout là-bas pour le retour d'Émilie. » Quelque chose, un éclair de colère, de frustration, passa sur le visage de Cécile, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. « Bien sûr, bien sûr. La famille d'abord, n'est-ce pas ?» Alors que Cécile partait, Jacques sentit Émilie se détendre légèrement dans ses bras. L'enfant le regarda, puis ses parents. « On peut tous aller voir les tournesols qu'on a plantés ?» demanda-t-elle timidement.
Ils vont bientôt fleurir. »« Bien sûr qu'on peut, ma petite, » dit Jacques, la voix pleine d'émotion. Isabelle essuya discrètement une larme, observant le lien évident entre sa fille et le fermier. Henri posa une main de soutien sur son épaule. Alors que le groupe se préparait à quitter le café, Jacques lutta pour calmer ses émotions tourbillonnantes. Il savait que la bonne chose à faire était de rendre Émilie à ses vrais parents. Ils avaient le droit légal et ils l'avaient élevée depuis sa naissance. Mais son cœur se brisait à l'idée de la perdre. Le soleil de l'après-midi commençait déjà à décliner alors qu'ils quittaient la ville, formant une petite caravane. La camionnette de Jacques avec Émilie toujours dans ses bras et Sophie au volant, suivie par la voiture des deux Valois. À l'horizon, des nuages sombres se rassemblaient, promettant une tempête. C'était comme si le ciel lui-même reflétait la tempête émotionnelle à laquelle tout le monde était confronté. L'amour de deux parents pour leur enfant, la peur et la confusion d'Émilie, les secrets encore non révélés derrière sa disparition, et l'ombre troublante de sa réaction à sa tante. Jacques savait que les heures à venir seraient cruciales. Des décisions difficiles devaient être prises, des vérités douloureuses affrontées. Pour l'instant, il serra simplement Émilie un peu plus fort, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine, priant silencieusement pour que, d'une manière ou d'une autre, tout s'arrange. La bibliothèque du château de Valois s'était transformée en une sorte de centre de commandement au cours des dernières 48 heures. Philippe Dubois, l'enquêteur principal, y avait installé sa base, convertissant l'élégant bureau en acajou en une surface couverte de rapports, de photographies et de chronologies détaillées. La matinée était grise, assortie à l'atmosphère tendue du manoir. Émilie avait passé la nuit dans son ancienne chambre, mais seulement après que Jacques eut accepté de rester dans une chambre d'amis au même étage. Le lien entre le fermier et la petite fille était tout simplement trop fort pour être ignoré, et les deux Valois, malgré leur chagrin évident, avaient été étonnamment compréhensifs. « Madame Lemoine, » commença Philippe en ajustant ses lunettes, tout en consultant ses notes, « pourriez-vous nous en dire plus sur la façon dont M. Dubois s'est occupé d'Émilie pendant ces mois ?» Sophie était assise, rigide, dans l'un des fauteuils en cuir, les mains jointes sur ses genoux. Henri et Isabelle de Valois occupaient le canapé près de la cheminée, tandis que Jacques se tenait près de la fenêtre, jetant de temps en temps un coup d'œil au jardin où Émilie jouait sous les yeux attentifs de deux gardes de sécurité. « Jacques, c'était le père dont Émilie avait besoin à ce moment-là, » répondit Sophie, sa voix ferme, malgré ses nerfs. « Il a réorganisé toute sa vie pour s'occuper d'elle. Il a transformé l'ancienne chambre de son fils décédé, un fils qu'il a perdu, je tiens à le préciser, en un espace sûr pour Émilie. Il a appris à tresser les cheveux, à faire des petits déjeuners amusants, à raconter des histoires pour s'endormir. » Isabelle tamponna discrètement une larme. La dévotion que cet étranger avait montrée à leur fille était à la fois réconfortante et douloureuse. « Et les cauchemars ?» demanda Philippe. « Vous avez mentionné qu'Émilie en faisait fréquemment. »« Oui, » confirma Sophie. « Au début, presque toutes les nuits. Jacques passait des heures à la réconforter, à lui chanter des berceuses, à lui faire du chocolat chaud jusqu'à ce qu'elle se calme. Disait-elle ce qui l'effrayait dans ses cauchemars ? Sophie hésita, échangeant un regard avec Jacques. C'était toujours quelque chose à propos d'être perdu dans le froid, de fuir quelque chose ou quelqu'un. Philippe nota d'autres points. A-t-elle déjà mentionné spécifiquement comment elle s'est retrouvée à la ferme ? Pas exactement, dit finalement Jacques en s'éloignant de la fenêtre. Mais il y avait des moments, des petites choses qu'elle disait ou faisait. Un cri soudain provenant du jardin l'interrompit. Tout le monde se précipita à la fenêtre, mais il devint vite évident qu'Émilie avait seulement été surprise par quelque chose pendant son jeu. Pourtant, quelque chose dans cette scène attira l'attention de Jacques. « Elle le refait, » murmura-t-il. « Fait quoi ?» demanda instantanément Philippe, alerte. Ce mouvement avec ses mains, comme si elle se protégeait de quelque chose. Elle le faisait aussi pendant ses cauchemars. Isabelle s'approcha de la fenêtre, regardant sa fille avec des yeux nouveaux. C'est vrai, elle faisait ça quand elle était plus petite, surtout quand...
Sa voix lui manqua, et Henri termina « Quand Cécile était là ». Un lourd silence pesa dans la bibliothèque. Il fut rompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait, et de Marie, l'ancienne nounou d'Émilie, qui entrait avec un plateau de thé. « Pardonnez-moi, » dit-elle doucement. « J'ai pensé que tout le monde voudrait peut-être quelque chose à boire. » Pendant que Marie versait le thé, Philippe en profita pour changer de question. « Mademoiselle Wilson, vous étiez avec Émilie le jour de sa disparition, n'est-ce pas ?» Marie hocha la tête, ses mains tremblant légèrement autour de la tasse de thé. « Oui, nous étions dans le solarium. J'étais... » Émilie jouait avec ses poupées, et j'ai répondu à ce coup de téléphone. « À propos de votre fille qui était à l'hôpital, » compléta Philippe. « Oui, mais nous avons découvert plus tard qu'Amanda n'a jamais été à l'hôpital ce jour-là. » Henri se redressa sur sa chaise. « Que voulez-vous dire ? J'ai appelé Amanda après, quand tout est arrivé. Elle allait parfaitement bien à la maison. Elle ne m'a jamais appelé. » Philippe échangea un regard significatif avec Henri. « Et vous en avez parlé à quelqu'un à l'époque ? » « Je l'ai dit à la police, mais ils n'ont pas semblé le prendre au sérieux. » Un mouvement dans le jardin attira de nouveau l'attention de tout le monde. Émilie avait cessé de jouer et se tenait figée, regardant quelque chose. Jacques reconnut cette expression. C'était la même qu'elle avait quand des souvenirs refaisaient surface. « Je vais la chercher, » dit-il en se dirigeant déjà vers la porte. Dans le jardin, Émilie restait immobile, les yeux fixés sur un point précis près de la fontaine. Quand Jacques s'approcha, elle parla sans le regarder. « C'était ici. »« Qu'est-ce qui était ici, ma petite ?»« Là où elle m'a emmenée, » répondit Émilie d'une voix étrangement distante. « Je jouais avec mes poupées. Marie est allée répondre au téléphone. Et puis... » Jacques s'accroupit à côté d'elle, remarquant que les autres l'avaient de suivi, et observait avec une tension palpable. « Que s'est-il passé ensuite, Émilie ?» demanda doucement Isabelle, se rapprochant avec précaution. « Elle a dit qu'elle avait une surprise pour moi, que nous allions faire un voyage spécial. » Émilie fronça les sourcils, comme si elle luttait pour retrouver le souvenir. Elle portait ce parfum fort qui me fait toujours éternuer. Henri et Isabelle échangèrent des regards alarmés. Une seule personne dans la famille portait un parfum qui faisait réagir Émilie ainsi. « Ma chérie, » dit Henri, sa voix calme malgré la tempête d'émotion dans sa poitrine, « peux-tu te souvenir de qui c'était ?» Émilie commença à répondre, mais ses yeux se tournèrent vers les portes vitrées menant au solarium. Cécile se tenait à l'intérieur, les observant. Au moment où les regards d'Émilie et de Cécile se croisèrent, Émilie se jeta dans les bras de Jacques, tremblante. « Ne la laisse pas me reprendre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante contre la poitrine de Jacques. « S'il te plaît, papa, ne la laisse pas. » Le mot « papa » était clairement destiné à Jacques, pas à Henri, mais personne ne sembla s'en soucier à ce moment-là. La réaction viscérale d'Émilie était une preuve suffisante que quelque chose de très grave s'était passé dans ce jardin des mois auparavant. Philippe fit un signal discret et 2 de ses assistants commencèrent à se déplacer nonchalamment vers les portes du solarium. Cécile, sentant le changement d'atmosphère, recula dans le manoir. « Je pense que nous devons continuer cette conversation dans un endroit plus privé, » suggéra Philippe. Tout le monde acquiesça silencieusement. Jacques porta Émilie, qui refusait de lâcher sa chemise, de retour dans le manoir. Sophie suivit de près, ses instincts protecteurs en alerte maximale. Dans la bibliothèque, Émilie commença enfin à se détendre, surtout après que Sophie lui eut préparé un chocolat chaud, une source de réconfort familière de sa routine à la ferme. C'est alors qu'Isabelle eut une idée. « Émilie, ma chérie, » commença-t-elle doucement, « aimerais-tu regarder quelques albums photos ? Nous avons beaucoup de photos de toi quand tu étais plus jeune. » Émilie hésita, mais hocha ensuite la tête, s'accrochant toujours à la main de Jacques. Isabelle sortit plusieurs albums élégants, et bientôt ils furent tous assis confortablement, feuilletant les pages. C'est sur une photo de Noël en particulier que tout a changé. Prise 2 ans plus tôt, elle montrait toute la famille devant un sapin somptueusement décoré.
Ce qui ressortait n'était pas le décor luxueux ou la pile de cadeaux. C'était la façon dont Cécile regardait Henri du coin de l'image. « Ce regard », dit soudain Émilie, sa voix petite mais claire. Elle regardait toujours papa Henri comme ça quand maman ne regardait pas. Isabelle pâlit, ses mains tremblant sur les pages de l'album. Henri semblait avoir été frappé par la foudre. Des souvenirs de petits moments, de commentaires apparemment innocents et de rencontres fortuites prirent soudain une signification nouvelle et troublante. Philippe observait attentivement, prenant des notes mentales. L'image qui se dessinait était inquiétante. Une obsession de longue date, un faux appel téléphonique, des caméras de sécurité qui tombaient en panne au bon moment, un enfant disparu. « Monsieur de Valois, dit-il discrètement, je crois que nous devrions discuter de mesures de sécurité supplémentaires. » Henri hocha la tête, rigide, son expression un masque de choc et de trahison. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment avait-il permis à quelqu'un de si proche? Un coup de tonnerre retentit au loin, faisant se blottir Émilie plus près de Jacques. Sophie se mit immédiatement à fredonner doucement un autre rituel réconfortant de la ferme, et Émilie se détendit un peu. « Personne ne te fera de mal », promit Jacques en lui embrassant le sommet de la tête. Plus jamais. Isabelle observa l'interaction avec un mélange de gratitude et de douleur. Cet homme, cet étranger, était devenu un havre de paix pour sa fille, d'une manière qu'elle-même peinait encore à être. Mais ce n'était pas le moment pour la jalousie ou le ressentiment. C'était le moment de protéger Émilie. « Philippe », appela-t-elle, sa voix ferme malgré les larmes retenues, « je veux que ma sœur sorte de cette maison immédiatement. »« Déjà prise en charge », répondit-il. « 2 de mes hommes la surveillent discrètement à chaque mouvement pendant que nous parlons. » À l'étage, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait en bas, Cécile Moreau préparait méthodiquement une petite valise. Ses mouvements étaient calmes, contrôlés, mais ses yeux avaient une lueur troublante alors qu'elle jetait occasionnellement un coup d'œil par la fenêtre sur le groupe dans le jardin. La vérité éclatait, morceau par morceau, souvenir par souvenir, et avec elle, une question effrayante subsistait. Jusqu'où irait Cécile pour garder ses secrets enfouis? Jacques serra Émilie un peu plus fort dans ses bras, son instinct protecteur à son comble. La fillette qu'il avait trouvée perdue dans la neige, qui avait ramené la lumière dans sa vie, avait maintenant besoin de lui plus que jamais. Et il était déterminé à ne pas la décevoir. Sophie posa une main rassurante sur l'épaule de Jacques, communiquant silencieusement son soutien. Ensemble, ils avaient créé un havre de paix pour Émilie à la ferme. Maintenant, ils l'aideraient à affronter les fantômes de son passé. Henri et Isabelle s'approchèrent, s'asseyant de chaque côté de Jacques et d'Émilie. À ce moment-là, toutes les barrières sociales, toutes les différences entre leurs mondes disparurent. Ils n'étaient que des gens qui aimaient une petite fille, unis dans leur désir de la garder en sécurité. La tempête éclata enfin dehors, mais dans la bibliothèque du château de Valois, Émilie était en sécurité, entourée de personnes qui donneraient leur vie pour la protéger. Les vérités douloureuses qui se révélaient seraient affrontées ensemble, en famille. Pas la famille que l'on aurait pu attendre ou prévoir, mais la famille que le destin, dans sa sagesse imprévisible, avait créée. La tempête qui menaçait depuis toute la journée s'est finalement déchaînée sur le château de Valois. Le tonnerre résonnait dans les anciennes salles, comme si la maison elle-même frissonnait en prévision des révélations à venir. Émilie était blottie sur les genoux de Jacques, ses petits doigts agrippant sa chemise, alors qu'elle regardait la pluie à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque du manoir. Sophie était assise à proximité, offrant la présence réconfortante qui était devenue si familière ces derniers mois. Henri et Isabelle occupaient le canapé à côté d'eux, essayant de masquer leur anxiété, tandis que Philippe Dubois organisait ses documents sur le bureau en acajou. Le claquement de talons hauts sur le couloir de marbre brisa le calme tendu. Émilie se tendit instantanément, et avant que quiconque ne puisse parler, son murmure terrifié jaillit. C'était elle. Tante Cécile m'a emmené. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Cécile se tenait à la porte de la bibliothèque, aussi élégante que jamais dans sa tenue Chanel, mais quelque chose dans son expression avait changé. C'était comme si un masque avait commencé à glisser, révélant quelque chose de beaucoup plus sombre en dessous. « Émilie, ma chérie », dit Cécile, sa voix essayant toujours cette douceur sirupeuse qui sonnait maintenant faux pour tout le monde. « De quoi parles-tu ? » ?»« Tu as dit que tu avais une surprise, » continua Émilie, sa voix se renforçant maintenant que les souvenirs refaisaient enfin surface. « Que nous allions faire un voyage spécial. Mais ensuite, il a fait si froid et j'ai eu peur. » Cécile fit un pas dans la bibliothèque, mais s'arrêta lorsque deux des assistants de Philippe se positionnèrent discrètement près de la porte. « Émilie, » dit Philippe, doucement mais fermement, « peux-tu nous en dire plus sur ce jour-là » La fillette hocha la tête, s'accrochant toujours fermement à Jacques, mais croisant le regard de sa tante. Il neigeait. Marie était allée répondre au téléphone. Tante Cécile a dit que maman lui avait demandé de m'emmener quelque part de spécial. « C'est ridicule, » intervint Cécile, mais sa voix avait perdu sa douceur étudiée. « Isabelle, tu ne peux pas croire ça. »« Le téléphone, » dit lentement Isabelle, les pièces du puzzle s'emboîtant dans son esprit. Le faux appel à Marie. C'était toi. Cécile se mit à rire, un son aigu et sans humour. « Tu as toujours été si lente à comprendre, n'est-ce pas, petite sœur ? Tout comme lorsque tu n'as pas remarqué que Henri et moi. »« Cécile !» La voix d'Henri coupa l'air comme un fouet. « N'ose pas. »« Que je n'ose pas ?» Cécile se tourna vers lui, des années d'amertume et d'obsession se déversant enfin. « Je t'aime depuis 20 ans, Henri. Depuis qu'Isabelle nous a présentés à l'université. J'étais parfaite pour toi, intelligente, sophistiquée, ambitieuse. Mais tu l'as choisie, elle, la douce et innocente Isabelle, qui ne savait même pas apprécier le vin correctement. » Isabelle avait pâli, se remémorant de subtiles vexations au fil des ans qui révélaient maintenant leur véritable sens. Les commentaires subtilement malveillants, la façon dont Cécile semblait toujours apparaître quand Henri était seul, les cadeaux trop élaborés. « Alors tu as kidnappé notre fille ?» demanda Isabelle, sa voix tremblante. « Par jalousie ?»« Kidnapping est un mot si laid, » ricana Cécile, un sourire dépourvu de chaleur. « Je voulais juste que tu ressentes un peu de la douleur que j'ai ressentie toutes ces années en te regardant vivre la vie qui aurait dû être la mienne. Le manoir, le mari parfait, l'adorable petite fille. Comment as-tu pu ?» Henri se leva, sa voix tendue de fureur. « Émilie est une enfant innocente. Elle aurait pu mourir dans cette neige. Oh, s'il te plaît. » Cécile roula des yeux. « J'avais tout prévu. Une maison de campagne discrète, loin de tout. Émilie aurait été bien soignée jusqu'à ce que tu réalises qu'Isabelle n'était pas la femme parfaite que tu pensais, qu'elle ne pouvait même pas protéger sa propre fille. »« Mais je me suis perdue, » l'interrompit Émilie, sa voix calme mais déterminée. « Tu as arrêté la voiture pour prendre un appel et j'ai eu si peur, alors j'ai couru. » Le sang-froid de Cécile se brisa davantage. « Tu n'étais pas censé courir. Tout était parfait. Le faux appel, les caméras de sécurité, même une nounou de remplacement pour quand Isabelle aurait inévitablement une dépression. « Madame Moreau, » dit fermement Philippe en faisant signe à ses assistants. « Nous pouvons continuer cette conversation au poste de police. C'est comme si quelque chose avait finalement cédé en Cécile. » D'un mouvement rapide, elle sortit un petit revolver de son sac à main, quelque chose que personne n'avait réalisé qu'elle portait. « Non !» cria-t-elle, son masque de sophistication soigneusement entretenu se dissolvant. « Vous ne comprenez pas, c'était censé être parfait. Henri verrait enfin qu'Isabelle n'était pas assez bien pour lui, que j'étais toujours le bon choix. Tout se passa très vite après ça. » L'assistant de Philippe se déplaça avec une efficacité professionnelle, désarmant Cécile avant qu'elle ne puisse faire quelque chose d'irréversible. Émilie enfouit son visage contre la poitrine de Jacques et il la protégea instinctivement de son corps, tandis que Sophie se tenait protectrice devant eux. Alors que les policiers menottaient Cécile, elle continuait de crier, sa voix oscillant entre la rage et la supplication. « Henri, s'il te plaît, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. C'était toujours pour toi.
Sortez-la d'ici, ordonna Henri, son ton glacial, et veillez à ce qu'elle ne s'approche plus jamais de ma famille. Quand Cécile fut finalement sortie de la bibliothèque, un lourd silence s'installa dans la pièce. Isabelle tremblait, choquée par la profondeur de la trahison de sa propre sœur. Henri l'enlaça, son propre visage tordu par la culpabilité et l'horreur. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'aurais dû voir. »« Non, » dit doucement Isabelle. « Aucun de nous n'a réalisé. C'était ma sœur. Je n'aurais jamais imaginé. » Émilie leva enfin la tête de la poitrine de Jacques, regardant ses parents avec des yeux remplis de larmes. « Vous n'êtes pas fâché contre moi d'avoir couru ?»« Oh, mon amour !» dit Isabelle, en s'approchant et en s'agenouillant à côté du fauteuil où Jacques tenait Émilie. « Tu as été si courageuse. Si tu n'avais pas couru, si Jacques ne t'avait pas trouvée. » La mention de Jacques ramena une autre réalité au premier plan. Émilie s'accrocha à nouveau à lui, comme si elle sentait les changements à venir. « Je ne veux pas quitter papa Jacques !» cria-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Henri et Isabelle échangèrent un regard. Au cours des dernières semaines, ils avaient été témoins du lien spécial entre leur fille et le fermier qui l'avait sauvée et élevée pendant ces mois cruciaux. « Émilie, ma chérie, » commença doucement Henri. « Jacques est devenu une partie très importante de ta vie. Nous le voyons et nous lui serons toujours reconnaissants d'avoir si bien pris soin de toi. »« Mais vous allez m'emmener, » sanglota-t-elle. « Nous n'avons pas à tout décider tout de suite, » intervint Sophie d'un ton apaisant. « Ça a été une journée très intense pour tout le monde. » Jacques, qui était resté silencieux pendant les aveux de Cécile, prit enfin la parole. « Émilie, ma petite, regarde-moi. » Elle leva son visage taché de larmes. « Tes parents t'aiment très fort, » continua-t-il en luttant pour garder sa voix stable. « Ils n'ont jamais cessé de te chercher, n'ont jamais abandonné l'espoir de te retrouver, et maintenant qu'ils l'ont enfin fait. Mais je t'aime aussi, » dit-elle en le coupant. « Et je t'aime plus que tout, » réussit-il à dire, la voix tremblante. « C'est exactement pourquoi nous devons trouver ce qui est le mieux pour toi. » Henri fit un pas de plus, une idée se formant dans son esprit. « Monsieur Dubois, Jacques, peut-être pouvons-nous trouver un moyen pour qu'Émilie n'ait pas à choisir entre ses familles. » Isabelle comprit immédiatement la pensée de son mari. « La propriété à côté de votre ferme n'est-elle pas à vendre ?» Jacques cligna des yeux, surpris. « Si, mais… »« Nous avons toujours voulu une maison de campagne, » poursuivit Henri. « Un endroit où Émilie pourrait grandir en connaissant autre chose que les salles de bal et les événements sociaux. Et si nous achetions cette propriété, comme une résidence secondaire, conclut Isabelle. De cette façon, Émilie peut passer du temps avec les deux familles, le meilleur des deux mondes. Personne n'avait envisagé cette possibilité auparavant. C'était un plan permettant à Émilie de maintenir ses liens avec les deux mondes qui faisaient maintenant partie de ce qu'elle était. « Vous feriez ça ?» demanda Jacques, la voix pleine d'émotion. « Après tout ce que vous avez fait pour notre fille, » sourit Isabelle à travers ses larmes, « c'est le moins que nous puissions faire. » Émilie regarda d'un adulte à l'autre, l'espoir remplaçant la peur dans ses yeux. « Alors je peux avoir à la fois le château et la ferme, vous tous ?»« Oui, mon amour, » dit Henri en caressant ses boucles dorées. « Tu peux nous avoir tous. » Sophie essuya discrètement une larme, regardant comment l'amour pour une petite enfant avait uni des gens de mondes si différents. Jacques tenait toujours Émilie, mais son étreinte était différente maintenant. Non pas l'emprise désespérée de quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose de précieux, mais le contact sûr de quelqu'un confiant qu'il aurait toujours une place dans sa vie. La tempête dehors commença à se calmer, comme si la nature elle-même reconnaissait que les vérités les plus dures avaient déjà été mises à nu. Cécile était en route vers le poste de police pour faire face aux conséquences de ses actes. Mais ici, dans la bibliothèque du château de Valois, une nouvelle famille se formait. Une famille non conventionnelle, unie non pas par le sang ou les documents, mais par quelque chose de bien plus fort. L'amour, la compréhension et un désir sincère de rendre un enfant heureux. Émilie se détendit enfin complètement dans les bras de Jacques, l'épuisement de la journée intense commençant à la rattraper.
Ses yeux devinrent lourds, mais un léger sourire traversa ses lèvres, le sourire de quelqu'un qui était enfin en paix. « Je crois qu'il est temps que quelqu'un aille au lit, » dit doucement Sophie. « Je peux avoir une histoire ?» demanda Émilie d'une voix somnolente. « Une des histoires de Papa Jacques sur les étoiles. »« Bien sûr que tu peux, ma petite, » répondit Jacques en échangeant un regard significatif avec Henri et Isabelle. « Et peut-être que tes parents aimeraient t'écouter aussi. » L'invitation était plus qu'une simple histoire pour s'endormir. C'était une offre de partage, de fusion de deux mondes qui, jusqu'à ce moment, avaient semblé incompatibles. Henri et Isabelle acceptèrent avec des sourires reconnaissants. Alors que le petit groupe montait les escaliers vers la chambre d'Émilie, Philippe regardait depuis la bibliothèque, terminant ses notes. Au cours de toutes ces années d'enquête, il avait vu de nombreuses affaires se terminer en tragédie. C'était réconfortant, pensa-t-il, d'assister à une affaire dans laquelle, malgré toute la douleur et la trahison, un chemin vers la guérison et l'amour avait été trouvé. La dernière lumière du jour filtrait à travers les fenêtres du manoir, peignant tout de douces teintes dorées. Quelque part en ville, Cécile faisait face au début d'un long chemin de conséquences juridiques. Mais ici, en ce moment, une famille d'un genre différent se rassemblait pour écouter des histoires d'étoiles et comment, parfois, les chemins les plus inattendus peuvent nous mener exactement là où nous devons être. Le printemps était en pleine floraison, transformant les champs en une tapisserie sans fin de fleurs sauvages. À l'ancienne ferme Le Moine, maintenant propriété des de Valois, le son des marteaux et des scies électriques emplissait l'air alors que les rénovations se poursuivaient à un rythme soutenu. Ce qui avait été une propriété négligée se transformait progressivement en quelque chose de nouveau et de spécial, un lieu qui unirait deux mondes apparemment incompatibles. Henri de Valois, étonnamment décontracté en jean et chemise à manches longues, supervisait l'installation de grandes portes-fenêtres qui offriraient une vue sur les champs de blé appartenant à la ferme voisine de Jacques. Ses mains, normalement utilisées uniquement pour des papiers et des stylos de luxe, portèrent maintenant quelques callosités, des insignes d'honneur pour son implication personnelle dans le projet. « Le coucher de soleil va être incroyable d'ici », remarqua-t-il alors que Jacques s'approchait, portant des planches de bois. Émilie a toujours aimé les couleurs. « En effet, » répondit Jacques en souriant à la simple mention de la petite fille qui avait si complètement changé sa vie. Elle a une façon spéciale de décrire chaque nuance dans le ciel. Hier soir, elle m'a dit que les nuages ressemblaient à de la barbe à papa trempée dans l'or. Henri gloussa, reconnaissant l'imagination vive de sa fille. Elle a toujours eu un don pour les mots. Quand elle était plus petite, avant... Il hésita. Avant que tout ça n'arrive, elle inventait des histoires élaborées sur les peintures du manoir. Les deux hommes partagèrent un moment de compréhension silencieuse. Le mois écoulé depuis l'arrestation de Cécile avait été une période d'ajustement pour tout le monde, mais aussi de guérison et de découvertes surprenantes. L'idée d'acheter la ferme Le Moine était née lors d'une de ces discussions tard dans la nuit, lorsque tout le monde cherchait un moyen de faire fonctionner la nouvelle dynamique familiale. « Papa, papa Jacques !» La voix familière et aimée retentit à travers le champ, et les deux hommes se tournèrent automatiquement. Émilie arriva en courant, ses boucles dorées brillant au soleil, suivies par Isabelle et Sophie portant des paniers de pique-nique. « On a apporté le déjeuner !» annonça-t-elle en se jetant d'abord dans les bras de Jacques, puis en se précipitant pour serrer Henri dans ses bras. La facilité avec laquelle elle passait d'une famille à l'autre témoignait de la façon dont les choses s'étaient bien arrangées ces derniers mois. « Et d'après l'odeur, » dit Jacques théâtralement en reniflant l'air, faisant rire Émilie, « Sophie a fait cette tarte aux pommes que tu aimes tant. » « Avec un supplément de cannelle, » confirma Sophie en faisant un clin d'œil à Émilie. « Et j'ai aussi apporté ce fromage spécial qu'Henri aime. Isabelle m'a montré où le trouver. » C'était comme ça maintenant, de petites gentillesses et des gestes de considération qui coulaient naturellement entre eux, construisant des ponts entre leurs deux mondes différents. Le projet de rénovation de la ferme était devenu un symbole de cette union improbable mais harmonieuse. Isabelle, étonnamment douée pour mélanger le rustique et l'élégant,
combinait des éléments raffinés avec la simplicité chaleureuse de la vie à la campagne. Sophie apportait ses connaissances pratiques sur les particularités locales et les saisons changeantes. Jacques offrait son expertise vitale sur la terre et son entretien, tandis qu'Henri utilisait ses compétences organisationnelles pour maintenir le tout dans les délais. Et Émilie? Eh bien, Émilie était le cœur de tout cela. Son enthousiasme contagieux et sa capacité à trouver de la magie dans les choses les plus simples faisaient du projet une aventure pour tout le monde. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le champ !» s'exclama-t-elle en ouvrant son petit sac à dos. De l'intérieur, elle sortit soigneusement un nid d'oiseaux vide. « On peut le mettre sur une étagère dans ma nouvelle chambre pour la décoration ? Et si on le mettait plutôt sur le porche ?» suggéra doucement Isabelle. « De cette façon, peut-être que les oiseaux pourront le réutiliser au printemps prochain. » Émilie considéra cela avec toute la gravité qu'elle accordait aux décisions importantes de sa vie. « D'accord, mais alors, je dois le dessiner d'abord pour ne pas oublier comme il est joli. »« Et si on faisait ça après le déjeuner ?» proposa Sophie, préparant déjà le repas sur le porche nouvellement agrandi, inachevé, mais laissant entrevoir une beauté future. Ils s'assirent tous ensemble, Émilie rebondissant joyeusement entre les genoux de Jacques et d'Henri, partageant des histoires sur sa semaine en ville et ses plans élaborés pour le jardin qu'elle voulait créer. « On peut planter des tournesols comme ceux de la ferme de Papa Jacques ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. « Et aussi ces fleurs violettes que maman aime. Comment s'appellent-elles déjà ?»« De la lavande !» répondit Isabelle en échangeant un sourire avec Jacques. « Et peut-être des rosiers aussi ?» s'exclama Émilie. « Les blancs qui brillent au clair de lune. Et on peut accrocher une balançoire à ce grand arbre. Papa Jacques fait les meilleurs balançoires. » C'était sa nouvelle normalité. Un mélange parfait de l'environnement sophistiqué qu'elle connaissait autrefois et des joies simples qu'elle avait découvertes à la ferme. Les week-ends passés à la ferme étaient devenus une tradition sacrée, avec Henri et Isabelle apprenant à apprécier la paix de la vie à la campagne. Jacques, de son côté, était maintenant une présence régulière aux événements familiaux en ville. Sa gentillesse naturelle et sa sincérité avaient conquis même les plus sceptiques du cercle social des deux Valois. Au dernier gala de charité, Émilie avait insisté pour avoir sa première danse avec lui, pour le plus grand plaisir des photographes. « Je viens de me souvenir de quelque chose » s'exclama soudain Émilie en sautant des genoux d'Henri. « J'ai fait un dessin de la nouvelle maison, comment elle sera quand elle sera finie. Vous voulez voir ?» Elle se précipita vers son sac à dos et en sortit un morceau de papier soigneusement plié. Le dessin représentait la ferme avec des détails surprenants, de nouvelles portes-fenêtres, un porche agrandi, même des tournesols qui n'avaient pas encore été plantés. « Je vois que tu as inclus une nouvelle écurie », nota Henri en étudiant l'image. Émilie se mordit la lèvre, jetant un regard plein d'espoir à ses parents. « C'est juste que je pensais, puisque nous passerons tant de temps ici. »« Tu veux un poney ?» conclut Isabelle en riant doucement. « Seulement s'il peut être comme mademoiselle Béatrice », ajouta rapidement Émilie, faisant référence à la douce jument de la ferme voisine. « Je pense que nous pouvons y réfléchir », dit Henri en échangeant des regards significatifs avec les autres adultes. « Mais finissons d'abord la maison, d'accord ?» Émilie acquiesça solennellement, bien que ses yeux brillaient toujours à cette idée. Après le déjeuner, elle convainquit Jacques de l'emmener à sa ferme pour nourrir les poules, une routine qu'elle refusait d'abandonner, même avec tous les changements dans sa vie. Henri et Isabelle regardèrent depuis le nouveau porche, le cœur plein de gratitude pour l'homme qui avait non seulement sauvé la vie de leur fille, mais était aussi devenu un membre essentiel de leur famille. « Elle est si heureuse !» dit Isabelle, observant Émilie rire de quelque chose que Jacques disait pendant qu'il dispersait des grains aux poules. « Parfois, je me demande si nous l'aurions jamais retrouvé sans lui. »« Il vaut mieux ne pas y penser, » répondit Henri en lui prenant la main. « Ce qui compte, c'est qu'elle est là maintenant, avec plus d'amour dans sa vie que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. » Sophie les rejoignit, portant une carafe de limonade fraîche. « Parfois, les meilleures familles sont celles que nous créons, pas celles dans lesquelles nous naissons, » dit-elle doucement, une déclaration qui portait un poids particulier après la trahison de Cécile.
Le reste de l'après-midi se déroula dans une douce atmosphère de joie. Émilie courait à travers les champs remplis de fleurs sauvages, apportant de temps en temps des bouquets impromptus à chaque adulte. Jacques montra quelques astuces de menuiserie à Henri, tandis qu'Isabelle et Sophie discutaient des plans pour un jardin partagé entre les deux propriétés. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel des couleurs époustouflantes exactes qu'Henri avait prédites, ils se rassemblèrent pour un dîner en plein air. La table était dressée sur l'herbe, avec des lanternes de jardin fournissant une lueur douce et accueillante. « Je pense qu'il est temps de partager nos nouvelles », dit Henri en s'éclaircissant la gorge, après que tout le monde eut fini le dessert. « Jacques, Sophie, nous aimerions vous inviter à passer Noël avec nous cette année, au manoir. » Émilie tapa des mains de joie, manquant de renverser son verre de jus. « Dites oui, s'il vous plaît. Il y aura un immense sapin et on pourra le décorer tous ensemble. Et papa Jacques pourra m'aider à faire des biscuits de Noël, comme l'année dernière. » Jacques et Sophie échangèrent des regards émus. Être invité à se joindre à l'une des traditions familiales les plus importantes des deux Valois signifiait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. « Ce serait un honneur, » répondit Jacques, la voix rauque d'émotion. « Et je promets de ne pas brûler les biscuits cette fois, » taquina Sophie, provoquant des rires et allégeant le poids émotionnel du moment. La nuit s'installa doucement, avec les étoiles commençant à apparaître dans le ciel sombre et les lucioles dansant au-dessus des champs comme de petites lanternes flottantes. Émilie, qui avait passé la dernière heure à démontrer des techniques d'observation des étoiles à Henri, des compétences apprises de Jacques, commença enfin à s'assoupir sur les genoux de Jacques. Il était temps de décider où elle dormirait, à la ferme nouvellement rénovée de ses parents ou à la maison familière de Jacques. Ses choix étaient devenus plus faciles avec le temps, Émilie alternant naturellement entre les deux endroits en fonction de son humeur et des activités du lendemain. « Je peux dormir à la ferme de papa Jacques ce soir ?» demanda-t-elle, déjà à moitié endormie. « Puis demain à la nouvelle maison. Je veux aider à choisir la couleur de ma chambre. »« Bien sûr que tu peux, ma chérie, » répondit Henri en lui embrassant le front. Il n'avait plus aucune insécurité dans la voix lorsqu'il acceptait de telles demandes, seulement de la gratitude que sa fille ait tant d'amour dans sa vie. Jacques la porta à travers les champs, au clair de lune, suivi par tout le monde. Dans sa chambre, gardée exactement comme elle était depuis le jour de son arrivée, Émilie se blottit sous les couvertures, serrant toujours son lapin en peluche préféré. « Bonne nuit, maman et papa », murmura-t-elle en donnant des baisers de bonne nuit à Henri et Isabelle. « Bonne nuit, papa Jacques et tante Sophie. »« Dors bien, mon amour », chuchota Isabelle en l'abordant. « Fais de beaux rêves, ma petite », ajouta Jacques, le même rituel qu'il suivait depuis ses premières nuits avec lui. Alors qu'Émilie s'endormait, un doux sourire aux lèvres, les adultes se rassemblèrent sur le porche de Jacques. L'avenir s'étendait devant eux comme les champs au clair de lune, vaste, plein de possibilités et de la promesse de jours heureux. Sophie servit du café, et ils restèrent là, parlant tranquillement et profitant du calme de la nuit. Quelque part à proximité, un grillon commença sa sérénade du soir, et une douce brise apporta le parfum des fleurs sauvages. La pleine lune baignait la scène d'une lueur argentée, faisant ressembler les lanternes du jardin à des étoiles tombées sur le sol. Dans sa chambre, Émilie bougea dans son sommeil, serrant son lapin en peluche plus fort, un doux sourire aux lèvres alors qu'elle rêvait des aventures que demain apporterait. Et ainsi, sous ce ciel printanier étoilé, le miracle qui avait commencé dans un champ enneigé atteignit sa conclusion la plus parfaite. Non pas une fin, mais un nouveau départ. Car parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qui se terminent par « et ils vécurent heureux », mais celles qui nous montrent que le bonheur peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus, et que le véritable amour a le pouvoir de créer des familles qui transcendent toutes les conventions. Émilie avait maintenant 2 maisons, 2 paires de parents, et plus d'amour que n'importe quel cœur ne pourrait en demander. Et à la fin, n'était-ce pas ce qui comptait vraiment? Non pas le sang qui coulait dans ses veines, mais l'amour qui remplissait son cœur. Non pas les noms sur son acte de naissance, mais les personnes qui choisissaient chaque jour
de faire partie de sa vie. Le vent murmurait à travers les champs de blé, emportant avec lui la promesse de jours plus lumineux à venir. Et sur 2 fermes voisines, unies par une petite fille aux boucles dorées et au cœur assez grand pour les aimer tous, une famille remarquable continuait de grandir, d'apprendre et d'aimer, prouvant que les vrais miracles ne se produisent pas seulement une fois par une nuit de neige, mais chaque jour, dans les petits moments d'amour et de compréhension que nous partageons avec ceux que nous choisissons d'appeler notre famille.